Hey, salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale pour la fin de l'année 2022. Donc je vous souhaite au passage de passer de très bonnes fêtes de Noël et pour le réveillon du 31 décembre. Donc dans cette vidéo spéciale, il y a quelques jours sur Instagram, je vous avais demandé de m'envoyer, si vous voulez, des photos, enfin une photo de votre collection. J'ai eu beaucoup de réponses, donc ensuite en message privé à ceux qui m'ont envoyé les photos, je vous demandais de me les envoyer par mail avec la liste de toutes les montres qu'il y a sur la photo dans l'ordre. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire ce que je pense de chaque montre qu'il y a dans chaque collection. Ça en fait beaucoup parce que j'ai reçu 18 collections en tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller assez vite sur chaque montre. Mais n'oubliez pas que le plus important, pour ceux qui me les ont envoyées et pour ceux qui ont les montres dont je vais parler, c'est qu'elles vous plaisent. Voilà, l'avis que je vais donner, il n'engage que moi. Voilà, le plus important c'est vraiment que les montres vous plaisent. Mon avis en soi, là je vais surtout me baser sur le design puisque je connais pas toutes les caractéristiques de toutes les montres. Voilà, c'est qu'elles vous plaisent vraiment. Bref, on va tout de suite aller sur mon ordinateur où j'ai les photos. Donc je vais enregistrer l'écran de l'ordinateur et je vais me mettre en tout petit en bas à droite de votre écran. Et donc on va commencer avec la toute première collection, c'est parti. Allez, donc la toute première collection qui m'a été envoyée, c'est par Willou. Son Instagram, puisqu'il a bien voulu vous le partager, est en description. Alors il s'agit d'une collection de 6 montres, je vais faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez mieux les voir. La toute première en haut à gauche, il s'agit d'une Casio G-Shock référence GA 2100A1A. 1A1, pardon. Donc une Casio G-Shock dans une collection, c'est toujours un choix intelligent dans le sens où quand vous avez peur lorsque vous faites une activité d'abîmer vos montres, et ben c'est celle que vous prenez. Elle est faite pour ça, c'est une vraie montre de terrain multifonction. Donc voilà, c'est toujours un bon choix. Si je dois lui mettre une note, c'est un 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 pour moi c'est un bon choix. C'est vrai que moi j'en ai une aussi, je m'en sers très peu, mais je comprends tout à fait l'utilité pour certaines personnes qui ont peur d'abîmer les autres, d'utiliser une Casio G-Shock. Alors, la seconde montre de cette collection, c'est une Tissot PRX Powermatic 80. Donc cette montre je l'apprécie beaucoup, j'ai failli l'acheter en 2022. D'ailleurs je vous ferai certainement une vidéo en janvier où je vous dis, où je vous parle de l'état de ma collection, ce que j'ai failli acheter, ce que je risque d'acheter dans le futur, pour vous tenir un petit peu au courant de l'évolution de mon point de vue et de ma collection. Donc bref, cette Tissot PRX j'adore. Alors oui, on pourrait lui reprocher de ressembler beaucoup à une Rolex Oyster Quartz. Mais bon, voilà, c'est une montre qui s'inspire des designs des années 70. D'ailleurs, Tissot, dans ces années-là, c'était plutôt dans les années 80, a déjà sorti une Tissot PRX, en est la réédition. Bref, moi je trouve qu'elle est très belle, je l'ai essayé beaucoup de fois, j'aime beaucoup ce bracelet intégré, sa finesse. J'aime également beaucoup donc, ce cadran tapisserie bleu comme ça que je trouve vraiment très réussi. Donc ouais, c'est une chouette montre. Je lui mets un bon 9 sur 10 par rapport à son prix, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Troisième montre, une Hamilton Jazzmaster Open Earth. Alors là, c'est la première où je vais pas être très fan, mais ça n'engage que moi encore une fois. J'aime pas les montres squelettées, donc là on peut voir que à travers le cadran ils ont décoré le mouvement, ils ont perlé le mouvement, mais voilà, je suis pas super fan de ce genre de montre, et puis surtout je la trouve vraiment très grosse. Dis-nous en commentaire hein, si tu veux le diamètre de cette montre, mais je crois qu'on est au moins sur du 43. Voilà, pour une montre habillée, je trouve que c'est beaucoup trop gros. Donc là, on est sur une montre, si je dois lui mettre une note, ce n'est que la mienne, hein, encore une fois. Je vais arrêter de le dire après, mais c'est pour vraiment pas vous vexer. Pour moi, c'est un 4 sur 10. Voilà. Montre suivante, une Baltic Aquascaphe GMT. Donc j'ai testé la 3 aiguilles de la Aquascaphe. La 3 aiguilles sans date d'ailleurs. Là on est sur la version GMT, alors j'aime moins les couleurs de la GMT par rapport à la Aquascaphe Bleu Gilt. Alors c'est une montre qui est très sympa au niveau du bracelet, de la forme du boîtier. Moi j'avais que le défaut de la couronne qui m'énervait un peu. Voilà, c'est une bonne montre, la Baltic Aquascaphe GMT. Celle-ci n'a pas le même mouvement que la Aquascaphe de base.
Voilà, donc au niveau de la note que je lui mettrai, on est sur un 7 sur 10 aussi parce que c'est vraiment une bonne montre. La montre suivante, c'est une Hamilton Intramatic autochrono, pardon. Donc ça fait partie des montres entrée de gamme en termes de chrono suisse. Elle est autour des 2000 € si je me souviens bien. C'est une montre dont j'aime bien le cadran et le côté vintage de la montre. Le bracelet par contre j'ai beaucoup de mal, hein, ce maille milanaise. Je lui mets un 6 sur 10 parce que ouais, le bracelet il fait... Enfin je suis vraiment pas fan des bracelets comme ça. Mais voilà, de toute façon, une montre chrono, au minimum, quand vous avez un mouvement suisse, c'est entre 1500 et 2500 €. Parce que voilà, c'est un certain prix. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont toujours choqués de voir que des marques qui font des 3 aiguilles date à 1000 € sortent un chrono à 2000 €. Par exemple, comme Baltic. Mais c'est logique, ça coûte beaucoup plus cher de faire un chronographe, tout simplement parce qu'il y a peu de manufacture de mouvements chronographes. Et dernière montre de cette collection, il s'agit de la Tudor Black Bay 58 noir et or rose avec le petit triangle rouge à 12 heures sur la lunette. Alors la Black Bay 58, c'est une montre qui est exceptionnelle, hein, très polyvalente, très agréable à porter, des dimensions contenues. Dans le respect du côté vintage de son design, hein, puisque c'était pas logique avant d'avoir du 41 pour un design comme ça. Moi je préfère la bleue parce que j'ai un peu de mal avec le tout or rose qui imite un peu un côté fausse patine. Je trouve que ça fait un peu cliché de la montre vintage, hein, ça là c'est trop, moi je trouve que c'est trop, alors que la Black Bay 58 bleue, on est un petit peu plus sportif, un peu moins dans l'extrême vintage, voilà. Donc je préfère la bleue, mais la noire est extrêmement sympa, c'est juste une histoire de goût après. Voilà, donc collection suivante, il s'agit de celle de Melville. Melville, donc j'ai mis son Instagram de montre en description également. Donc il est contrôleur aérien, hein, je pense que je peux le dire. Ça explique certains de ses choix de montres. Voilà, je vous le dis parce que vous allez trouver peut-être certaines montres un peu bizarres, mais ça peut s'expliquer comme ça. Alors on peut voir que tout à gauche il y a une Apple Watch, hein, donc je donnerai pas mon avis là-dessus puisque c'est pas une montre, enfin c'est surtout un outil, c'est un peu un smartphone miniaturisé mis au poignet plutôt qu'une montre. Mais c'est très pratique dans ce que ça fait une Apple Watch. J'en ai une, mais je m'en sers plus depuis longtemps, hein, bien sûr. Alors ça m'a fait rire quand j'ai vu cette photo, qui est donc juste après la première que j'ai reçue. Tout simplement parce qu'on a une Casio G-Shock, exactement la même que précédemment, donc je vais pas vous redire la même chose. C'est une bonne montre, 7 sur 10. La seconde, donc c'est une Seiko 5. Les Seiko 5, alors je suis pas extrêmement fan des Seiko 5, je dois vous le dire. Elles coûteraient moins cher, je conseillerais certainement. Moi je trouve qu'actuellement elles sont vendues trop cher. Parce qu'on a quand même le mouvement ultra basique, on a des caractéristiques totalement uniformes sur toutes les Seiko 5, qu'elles ressemblent à une montre de terrain, à une montre de pilote ou à une plongeuse. Elles ont toutes une couronne clipsée et non vissée et étanche à 100 bars. Enfin voilà, la Seiko 5 après ça se comprend, c'est une gamme qu'a lancé Seiko dans les années 60, une gamme abordable qui devait répondre à plusieurs critères. Et effectivement, ce sont des montres basiques qui reprennent plusieurs designs avec les mêmes caractéristiques derrière. Moi, je suis pas super fan parce que je trouve que cette nouvelle génération est trop chère, surtout par rapport à la dernière qui était autour des 100-150 €. Là, on est maintenant à 250, 300 et même plus sur certaines éditions spéciales. Donc, je suis pas fan. Je lui mettrai un 6 sur 10. Enfin, c'est une bonne note, 6 sur 10. Non, ouais, j'ai mis 6 sur 10 à la Hamilton. Allez, je vais mettre un 5 sur 10 à la Seiko 5. Montre suivante, une Swatch Moonswatch, une Omega Moonswatch. Enfin, je sais pas, je me souviens plus comment on l'appelle. Donc, c'est Swatch qui a sorti un espèce de goodies vendu à 250 € qui reprend le design de la Omega Speedmaster, la fameuse qui est sur la Lune. Voilà, en biocéramique, quartz, etc. Moi, je vais vous dire, j'ai pas surfé sur cette montre quand elle est sortie, alors que certains l'ont fait. Je comprends qu'il l'ait fait. Moi, elle m'a jamais intéressé, je dois vous le dire. Et je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est vraiment, comme le dirait Copain des montres, sur un goodies vendu à 250 €, alors que ça devrait limite être trop faire avec la montre, la vraie Omega. Alors pourquoi je dis que c'est un goodies? Tout simplement parce que je connais énormément de monde qui l'a acheté, qui ont déjà beaucoup de soucis avec. Les boutons poussoirs qui se cassent,
des aiguilles, des problèmes sur les aiguilles comme Joao de la chaîne Montrez-moi. Il n'a pas dit dans sa vidéo, mais depuis sa vidéo, il a eu un souci avec. Et pourtant, il a beaucoup défendu. Moi, non. Là, pour le coup, je suis pas d'accord avec lui pour une fois. Je n'apprécie vraiment pas la Omega Moonswatch. Voilà. Pour moi, c'est presque une arnaque et je comprends pas du tout la folie qu'il y a autour de cette montre. 3 sur 10, la Moonswatch. Montre suivante, la Seiko SKX 007, une plongeuse iconique de chez Seiko, sortie en 96 je crois, arrêtée en 2009, donc plus de 20 ans au catalogue. Une montre, alors pourquoi j'ai dit iconique? Tout simplement parce qu'elle a été très très appréciée. C'est une montre de plongée qui à l'époque était vendue autour des 200 €, donc une vraie montre de plongée, diver, certifiée Diver 200. Et à l'époque, donc à ce prix-là, c'était quand même assez exceptionnel d'avoir toutes les caractéristiques et la résistance d'une plongeuse. Effectivement, toujours avec des défauts d'alignement, de réo, de lunettes, etc. Mais à 200 €, on pouvait clairement l'accepter, alors que maintenant, sur des plongeuses que fait Seiko à 600 balles, c'est beaucoup moins acceptable. À cette époque-là, ça avait presque un charme. Mais on peut le voir là d'ailleurs, j'ai pas l'impression que le réo soit super bien aligné. Pareil pour la lunette, avec le 30 qui a l'air complètement décalé. Enfin bon, bref. Mais c'est acceptable au prix que c'était vendu. D'ailleurs, je vous conseille pas du tout de les acheter d'occasion à plus de 300 €. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux que ça à plus de 300 € sur le plan technique, parce qu'on a quand même un vieux mouvement sans remontage manuel et sans arrêt de la seconde quand vous la réglez. Donc c'est une montre à laquelle je mettrai la note de 8 sur 10 parce que c'est quand même une très bonne montre pour le prix qu'elle a été vendue. Montre suivante, Seagull 1963 avec verre saphir. Elle s'appelle donc Saphir Sandwich. Je ne sais pas si c'est le nom exact, mais en tout cas il m'a mis ça. C'est une montre assez iconique pour Seagull puisque c'était la montre des Takeonas, si je dis pas de bêtises, dans les années 60. Elle reprend alors le mouvement chrono Seagull, je crois que c'était un mouvement Vénus à la base, mais là je dis peut-être des bêtises. Bref, c'est une montre que je trouve très jolie déjà, très habillée, malgré qu'elle soit un petit peu sportive avec cette fonction chrono. Voilà, c'est vraiment pas une chinoiserie, même si c'est fait en Chine. Donc j'imagine que le fond est en saphir, enfin que le fond est transparent et qu'on peut voir le très joli mouvement Seagull. Je sais pas, là j'ai un doute. Mais c'est vrai qu'il est joli le mouvement, bien qu'il soit extrêmement entrée de gamme. Et ouais, c'est un très bon choix. Je lui mettrai un bon 8 sur 10 aussi, comme la Seiko. Voilà. Donc, montre suivante, la Citizen Tsuyosa jaune. Alors, plus l'hiver approche, et même il sera certainement arrivé quand vous verrez la vidéo, plus cette version jaune me plaît parce qu'elle rappelle l'été, le soleil, elle fait plaisir. Voilà, elle rayonne. Très très bonne montre à moins de 300 €. Montre sport chic. Les petits bémols pour moi, c'est seulement 50 mètres de résistance. Je trouve que pour une sport chic, c'est pas beaucoup. Et la couronne à 4 heures est très très compliquée à manipuler. Voilà pour moi les deux défauts. Ça n'empêche que je lui mettrai quand même un 8 sur 10 à cette montre parce qu'à ce prix-là, c'est quand même incroyable. Déjà, la Tissot PRX, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais celle-ci, c'est aussi un très bon rapport qualité-prix. Même si elle propose un peu moins de choses que la PRX, elle est aussi 2 fois moins chère, donc ça reste excellent. Montre suivante, une Lip Himalaya réserve de marche. Donc ça c'est très chouette, j'aime beaucoup la Lip Himalaya. Son boîtier, ses cornes, je les trouve vraiment très sympas. Là on a une version un petit peu poussée de l'Himalaya puisqu'on a la réserve de marche et une aiguille qui indique les heures sur 24 heures, j'ai l'impression à 6 heures, parce que c'est pas une petite seconde vu qu'il y a 24. Quand je me penche comme ça, c'est que je regarde plus précisément l'écran. Ouais, ça doit être ça. Donc très sympa, je lui mettrai un bon 7 sur 10 à cette montre, je la trouve très cool. Montre suivante, la Yema Superman armée de l'air. Il faut savoir que j'avais failli craquer aussi pour cette montre, alors pas en noir, j'aime pas du tout le DLC noir, mais en normal, en acier, avec l'apparence de l'acier gris. Donc l'armée de l'air, elle est bien parce que bon, déjà elle a la cocarde de l'armée française, de l'armée de l'air française sur la couronne et aussi à 6 heures sur le cadran à la place de l'index. Moi, ce qui est cool sur cette version, c'est ce que je trouve comparé à celle que j'avais de la Superman, c'est qu'on a une bille de luminescence sur la lunette à 12 heures. Donc voilà, c'est très bien. Après le DLC noir, moi c'est un gros point noir, justement. Je lui mettrais du coup un 6 sur 10. Par contre, si elle avait pas ce DLC noir, je lui mettrais un bon 7 sur 10. Montre suivante, la Oris Big Round
Pointer Date. Donc ça c'est vraiment une des montres que j'adore dans ces tarifs là, dans les montres de pilote, je trouve que c'est incroyable. Montre avec une très ancienne histoire, hein, sortie la première en 38. Cette version là je l'adore parce qu'elle a la lunette cannelée. Alors elle n'a pas le calibre Oris 400 malheureusement, mais je trouve qu'elle est plus belle que les nouvelles sorties avec le calibre 400. Ses cornes sont très jolies, le cadran est incroyable et surtout cette façon d'indiquer la date avec une aiguille qui pointe la date, c'est top. Donc voilà, je lui mets un bon 8 sur 10 à cette Oris. La couleur rouge bordeaux c'est original, alors je sais qu'il est de la région bordelaise, donc je peux comprendre, je pense que c'est peut-être par rapport à ça. Donc c'est cool. Montre suivante, la Yema Speedgraph X Clockeriet. Alors je sais plus ce que c'est Clockeriet. Mais en tout cas, je me souviens de cette montre au catalogue de Yema. C'est vraiment pas un coup de cœur pour moi. Je crois qu'elle a un mouvement Seiko à l'intérieur. Ouais, j'ai du mal avec cette lunette de plongée inversée. Ouais, même les couleurs, je les trouve pas ouf. Et ce mouvement Seiko à l'intérieur, il me semble, hein, ça m'attirait pas des masses. Moi, je lui mets un 5 sur 10. Je suis gentil quand même avec un 5 sur 10. Ouais, c'est pas un grand kiff. Mais voilà, l'important c'est qu'elle te plaise. Et donc les deux montres suivantes, bon déjà on y était là depuis les 5 dernières montres de sa collection, on y était vraiment dans le domaine de l'aviation, hein, puisqu'il est contrôleur aérien dans l'armée, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, enfin voilà. Là on a vraiment donc, la Bell & Ross BR03 92 Red Radar céramique. Donc là on est vraiment totalement dans l'univers du radar aérien, notamment où on peut voir les deux petits avions qui indiquent les minutes et les heures. On a le trait qui balaye le radar, car en réalité l'aiguille des secondes, c'est extrêmement original et je peux comprendre totalement le délire. Donc je vais pas juger, je vais mettre un 5 sur 10 parce que en théorie moi ça me plaît pas du tout, jamais j'achèterais ça, mais je trouve que dans son cas lui, c'est quand même le petit clin d'œil à son métier qui est fou quoi. Bah, j'adore. Même si c'est vrai que de base, je crois que les radars militaires, sauf la nuit sur les bâtiments de la Marine nationale où ça passe en rouge l'éclairage, mais il me semble que dans les tours de contrôle tout ça c'est plutôt vert. Enfin bref, je regarde souvent les émissions Crash Investigation tout ça, et il me semble que quand on voit les radars c'est plutôt vert. Mais bref. Mais je trouve ça génial. Hein. Cette montre elle est incroyable. Et dernièrement, donc la Bell & Ross BR0394 Patrouille de France céramique, donc le même boîtier que l'autre, noir comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mon style, hein, les boîtiers noirs. Par contre, voilà, Bell & Ross, on a toujours ces boîtiers carrés qui rappellent les instruments qui sont placés sur les tableaux de bord des avions. Donc c'est quand même, c'est toujours dans la référence, donc c'est pas mal. Celle-ci, donc en lien avec la Patrouille de France, on a un chrono. Ouais, bon, voilà, c'est pas trop mon style, mais je respecte. Voilà, je vais mettre également un 5 sur 10 parce que c'est pas trop mon délire, mais je me vois pas trop juger. Moi, en général, quand je peux pas trop juger, je vais mettre un 5 sur 10. Voilà, c'est une collection qui est très sympa. On voit qu'il y a des montres de passionnés, de connaisseurs qui comment dire, ne dépensent pas des fortunes dans les montres. Et par exemple, c'est des bons choix. La G-Shock, c'est qu'un bon choix. La Seiko 5, même si j'en suis pas fan, je comprends. C'est la montre de base sur laquelle tu as plein de designs différents que tu peux acheter. Alors là, Omega, c'est le petit caprice des gens qui... Enfin voilà, je peux comprendre aussi ceux qui l'ont acheté. C'est le petit... comment on appelle ça? Ah, c'est un nom. Hein. Bon, bref, je sais plus. La Seiko SKX, c'est vraiment une montre... c'est la plongeuse de base, la plus abordable et qui fait bien le job. Elle aussi, c'est une montre de passionnés. La Citizen, pareil. Et puis là, le reste, après, c'est plus sur par rapport à ce qu'il fait, à ses goûts personnels. Mais c'est vrai que celle-là, c'est vraiment les montres de base. On pourrait presque appeler ça comme ça, les montres de base du collectionneur, quoi. Donc très chouette, Melville. Troisième collection, celle de Wavebreaker, pareil sur Instagram et en dessous en description. Alors il a commencé, je crois, il n'y a pas longtemps, il m'a dit. Donc voilà, c'est pas encore une collection avec beaucoup de marques et beaucoup de montres. Mais c'est déjà bien. Donc on a une Tissot PRX, hein, j'en ai déjà parlé, je vais pas y revenir dessus. Très bonne montre. Ensuite on a une Tissot Seastar 1000 avec, alors là j'avoue qu'au niveau des couleurs, moi c'est pas du tout mes goûts.
Donc cette espèce de DLC or rose avec le bracelet comme ça que je trouve un peu bizarre sur une plongeuse. Mais bon, pourquoi pas. Disons que je verrai pas du tout cette montre sur un bracelet comme ça. Mais après voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si je dois vous donner le mien, bah, c'est pas mon style. Pour moi, je mettrais un 3 sur 10. Mais voilà, ça n'engage que moi. Alors pourquoi je mets pas une note plus haut? Parce que moi, alors à la base, ça faisait partie des montres avec lesquelles j'hésitais quand j'ai acheté ma toute première montre automatique, la Hamilton, cette montre de plongée. Après, je regrette pas de l'avoir achetée parce que je trouve que ça serait trop gros à mon poignet. Mais techniquement, elle est très bien, hein, 300 mètres, Powermatic 80 dedans. Mais moi, je l'aimais beaucoup en version bleu silicium. Déjà à l'époque, donc avec le bracelet métal, le bleu un peu profond et le 80 en silicium, le Powermatic 80 en silicium. Autrement, son évolution, hein, beaucoup plus professionnelle, la Tissot Seastar 2000 professionnelle, donc il résiste à 600 mètres cette fois-ci. Par contre, elle est extrêmement grosse, on est sur du 46 mm je crois de diamètre. Pour moi, ce serait beaucoup trop gros. Là encore, j'ai du mal avec le bracelet qui est mis sur cette montre, mais bon, c'est mes goûts, hein, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, le boîtier, le cadran de cette montre, je trouve qu'il est vraiment superbe. Donc voilà, je lui mettrai un 7 sur 10. Et si elle n'était pas aussi grosse, je pense que je lui mettrais plus que ça, parce que c'est quand même une très belle montre. Montre suivante, une Steinhart hommage à la Rolex GMT Master Batman. Alors cette montre, c'est une montre hommage. Donc une montre hommage, qu'est-ce que c'est? C'est une montre qui copie le design d'une montre iconique, mais qui n'est pas une contrefaçon parce qu'ils y mettent quand même, il y a quelques différences, et surtout, ils vont pas jusqu'à copier le logo de la marque. Donc on sait que quand vous achetez cette montre, vous achetez une Steinhart et non pas une Rolex contrefaite. Mais pour moi, voilà, ça reste une montre qui copie le design d'une autre, donc c'est pas forcément ce que j'apprécie. Moi, disons que j'ai besoin de rêver quand j'achète une montre avec la version originale. Si j'achète une montre qui lui ressemble, j'aurais plutôt même la frustration de ne pas avoir celle d'origine. Donc voilà, pour moi, ça serait plus de la frustration. Après, je peux comprendre ceux qui les achètent parce que pour le coup, les Steinhart, c'est quand même de très bonnes montres en termes de qualité de finition, de mouvement, etc. Donc voilà, je lui mets un 7 sur 10 à cette Steinhart, avec le petit bémol que c'est pas le design, c'est pas un design original, quoi. Ensuite, donc, on a une Tissot chronographe à quartz en bas. Alors cette Tissot là, ouais, c'est une quartz, j'ai du mal à la juger. C'est pas du tout mon style parce que ça me fait pas du tout, je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal avec les montres à quartz parce que ça m'évoque rien, le fait qu'il n'y ait pas un vrai mouvement mécanique à l'intérieur. Mais ouais, c'est certainement une montre très précise au quotidien, tout ça. Donc voilà. Je lui mets un 5 sur 10 à la Tissot chronographe. Voilà, bon écoutez, une belle collection de venir. Je pense que maintenant il va falloir un petit peu peut-être se diversifier, hein, si je peux donner des conseils. Il n'y a pas que Tissot, même si Tissot est une très bonne marque. Voilà, il y a pas mal d'autres marques suisses, il y a aussi des marques japonaises, des allemandes, des françaises. Enfin, voilà, il y a beaucoup de marques qui font de très bonnes montres avec de très belles histoires. Quatrième collection, celle de Thibaut. Là, il n'y aura pas de lien Instagram dans la description puisqu'il n'a pas souhaité le partager. Voilà. Donc première montre, encore une fois, c'est la troisième fois, hein, Tissot PRX Powermatic 80. Alors je sais pas si elle est bleue parce qu'on voit pas super bien, mais très bon choix la Tissot PRX. Seconde montre, la Longines Hydro Conquest, hein, la montre de Time to Diving, hein, sur Instagram et YouTube. Steph, petit coucou si tu passes par là. Donc là, c'est une montre, en fait, la Hydro Conquest, je suis toujours un peu embêté. Dans le sens où c'est une montre qui techniquement est très réussie. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec le design. Donc là, on était sur l'ancienne version, hein, c'est pas la céramique celle-là, mais j'ai beaucoup de mal avec ce design. Les index, les gros chiffres comme ça, c'est quand même un peu particulier et surtout, c'est très. Je trouve que la date, elle casse beaucoup l'harmonie du cadran, puisque là, on attend à avoir un gros 3 et finalement, on n'a rien.
On a juste une toute petite date. Donc ouais, c'est un peu spécial moi ce design. Et puis les protège couronnes et la couronne, je la trouve vraiment très grosse. Donc voilà, c'est pas mon style ce design, mais pour le côté technique, je lui mettrais quand même un 7 sur 10. Parce que c'est quand même une très bonne montre. Et 300 mètres et pas très épaisse, donc ça c'est top. Ensuite, on a une Grand Seiko Héritage SPBG P009. Grand Seiko, des qualités de finition qui sont exceptionnelles. Autant je tombe sur Seiko souvent, autant sur Grand Seiko, c'est quand même plus compliqué. Là, c'est exceptionnel. Vraiment, les qualités de finition et tout ça, c'est terrible. Enfin, c'est très bon, je veux dire. Donc voilà, je lui mets un bon 8 sur 10 à celle-ci. D'ailleurs, je vais peut-être zoomer un peu plus pour vous montrer quand même. Ouais, non, mais après, c'est un peu flou, c'est dommage. Quoique non, en fait, c'est pas flou. Bon, un peu, bref. Montre suivante, une Nomos Club Campus bleu purple. Alors, moi, Nomos, c'est pas du tout mon style. Par contre, je suis obligé de reconnaître que leurs qualités de finition et d'assemblage sont exceptionnelles. J'ai essayé une grande réserve en or. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Alors, ça valait 13 000 €, mais c'était sublime. Vraiment, avait rien à envier à d'autres qui étaient à ce prix-là, vraiment. Donc voilà, Nomos, là, c'est vrai que ce design-là n'est pas du tout ce que j'apprécie. Mais c'est une bonne montre pour ceux qui apprécient ce design. Bon, allez, je vais lui mettre un 6 sur 10 parce que voilà, c'est pas du tout mon style. Yema Superman 500 GMT édition numérotée, donc c'est les nouvelles générations de Superman. La GMT, donc avec le calibre maison, 500 mètres, c'est assez fou quand même. Donc c'est une montre à laquelle je mettrais un bon 7 sur 10 parce que voilà, le mérite. Moi, ce qui m'inquiète dans cette montre, c'est le mouvement. J'ai encore pas mal de retours négatifs, même aujourd'hui, enfin même encore sur ce mouvement, alors que je pensais que les problèmes étaient réglés, mais voilà, il n'y a pas que des problèmes de précision, il y en a qui s'arrêtent sans trop de raison. Bref, c'est un peu dommage. En fait, moi, ce que je trouve dommage avec ce mouvement, c'est qu'ils ont créé un mouvement maison quasiment avec les mêmes specs que le SW200, mais peut-être visiblement pas avec sa fiabilité et sa constance en termes de précision. Donc voilà. Montre suivante, une Seiko 6139-6002, donc la POG de 1974. Moi, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai dans cette collection. La POG, je la trouve vraiment superbe. Elle a une très belle histoire puisqu'elle a été portée par l'astronaute POG, si je dis pas de conneries. Pas le youtubeur, hein. Dans l'espace. Alors je sais plus si c'était le nom de POG en tout cas, mais je sais qu'elle a été portée dans les années 60-70 dans l'espace voilà, c'est un des tout premiers chronographes au monde automatique et j'aime beaucoup ces couleurs, le jaune comme ça avec cette lunette bleue et rouge, donc ça c'est top. Voilà, une très belle montre, je lui mettrai un 9 sur 10. Ensuite, donc on a une Lip Inca Block des années 1960, très jolie montre habillée, qui a un petit diamètre, mais qui n'est pas non plus microscopique quand on la regarde dans cette collection. Donc voilà, une très jolie montre, je lui mettrai un bon 7 sur 10. Ensuite, alors je sais qu'il m'avait dit pour les deux montres qui manquent, mais là j'ai plus en tête. Il y a beaucoup de montres à passer, hein. Désolé d'oublier certains détails. Ensuite, donc on a sa première montre auto, il me semble, c'est une Pierre Lanier. Voilà, on fait tous des erreurs. Non, mais je sais que ma mère avait acheté une Pierre Lanier il y a pas mal d'années à mon père, et c'est vrai que c'est des montres, ça fait très cheap quand tu regardes de près. Donc voilà, marque française, mais qui n'est pas du tout dans mon cœur, celle-ci par contre. Bon, je lui mets un 3 sur 10, on va dire. Et très intéressant, il y a aussi deux montres à gousset dans sa collection qui ont l'air très anciennes. Donc c'est de beaux objets que je noterai pas parce que ce n'est pas vraiment des montres de poignet. Donc voilà, très chouette d'avoir mis ça également. Et puis celle-là doit être vraiment vieille. Enfin, je sais pas laquelle est la plus vieille, mais on voit que ça a du vécu. C'est des beaux objets anciens. On passe à la collection suivante. C'est quoi, la 5e, je crois, celle-ci? Donc la 5e collection, c'est celle de Way to Way, je sais pas comment on prononce ton pseudo. En tout cas, je l'ai rencontré donc à Bruxelles quand je suis allé avec tous les autres youtubeurs à l'événement là. Quelqu'un de très sympa qui fait des photos incroyables. Allez voir son Instagram, il est en description. C'est vraiment des photos sublimes et vous pouvez le voir d'ailleurs, la qualité de cette photo elle est dingue. Alors il m'a mis des montres un peu différentes, un peu originales dans sa collection, mais il en a d'autres. Et là il y a vraiment du très lourd. Ça fait vraiment partie des collections que je préfère dans celles qui m'ont été envoyées. Bon, il en faut évidemment pour tous les prix. Là on est évidemment dans le haut, voire de le très haut de gamme, hein, bien sûr. Première montre, donc il s'agit de la Omega Seamaster Diver 300 mètres édition James Bond No Time to Die, donc lié au dernier James Bond.
Alors, il faut savoir que moi, je suis pas un grand fan de la Omega Seamaster 300 mètres. Déjà, je trouve que la valve à hélium, elle est assez immonde. Par contre, au niveau des couleurs, du boîtier, du cadran, de la lunette, je préfère celle-ci que celle qu'on a traditionnellement, la bleue par exemple avec les vagues ou la blanche, etc. J'aime bien cette version. J'ai un peu plus de mal avec le bracelet par contre en maille milanaise, mais bon, voilà. Je lui mettrai dans sa gamme de prix un 7 sur 10, parce que comme je l'ai dit, j'arrive pas trop avec la Omega Seamaster 300 mètres, 300M. Seconde montre, la Grand Seiko SBG 235, SBGJ 235, édition boutique. Voilà, on est sur une Grand Seiko, c'est vraiment magnifique au niveau des reflets, des polissages, etc. De la texture du cadran, c'est magnifique Grand Seiko. Voilà, donc là on est sur un GMT, donc elle ne peut afficher je pense que 2 fuseaux horaires puisqu'il n'y a pas de lunettes 24 heures autour. Mais voilà, c'est très très beau, ça mérite pour moi un bon 8 ou 9, allez on va mettre un 9 sur 10 parce que c'est très très beau. On a le calibre iBit 36 000 alternance, très très haut de gamme dedans, donc voilà, c'est absolument sublime. L'histoire de Grand Seiko est très intéressante également. Donc voilà, j'aime beaucoup. Montre suivante, une Omega Speedmaster Ezalite calibre 1861. Alors j'ai du mal avec les référents, je sais pas du tout si c'est la dernière ou si c'est celle d'avant. Mais voilà, Omega Speedmaster, moi j'adore. Notamment la dernière là, qui est sortie avec le nouveau bracelet. Là on est sur un bracelet en cuir, donc bon je suis un petit peu moins fan, même si ça lui va bien aussi. C'est un peu moins sportif du coup avec ce bracelet. Mais voilà, c'est très sympa. Une Omega Speedmaster, ça rend mieux en vrai encore je trouve qu'en photo. Ça fait vraiment très quali quand on l'a en main, au poignet. Vraiment j'ai adoré cette montre, c'est un morceau d'histoire. Voilà, ça mérite pour moi un bon 9 sur 10. Ensuite on a une Kurono Tokyo Shiro by Hajime Asao Oka. Alors Kurono Tokyo j'aime beaucoup, c'est une marque indépendante japonaise qui fait des montres très haut de gamme, enfin très haut de gamme dans son design, dans ses finitions, tout ça oui, mais ils utilisent des Miyota à l'intérieur. Donc oui, c'est vrai que sur des montres à 3, 4, 5 000 euros, un Miyota ça peut paraître bizarre. Par contre, là où elles valent leur prix, c'est que vraiment la qualité des finitions et tout est folle. Moi, il y a notamment plusieurs montres de chez eux que je trouve magnifiques, mais c'est vrai que quand ils les lancent, c'est pour des durées très limitées. Et du coup, voilà, j'en ai pas parce que c'est compliqué à obtenir. Et d'occasion, leurs prix sont généralement très élevés. Bref, bon là, c'est pas une version que j'apprécie beaucoup avec ces couleurs de cadran. Même si ça rappelle un peu le drapeau du Japon avec ce rouge et ce blanc, mais ouais, c'est pas trop mon style ce cadran là. Mais par contre le boîtier, on le voit pas trop, mais il est très joli. Voilà. Je lui mets allez, avec ces couleurs on va lui mettre un 6 sur 10 parce que là j'ai un peu de mal. Ça aurait été la verte par exemple, j'aurais mis un bon gros 8 sur 10 qui allait bien. Montre suivante, la Grand Seiko SBGA 407 AK Skyflash. Donc là j'aime beaucoup, là ça fait vraiment partie des cadrans Grand Seiko que je trouve les plus jolis. Ça me fait penser un petit peu à de la neige qui fond, où on a peut-être ces couleurs un peu bleutées. J'aime beaucoup avec donc l'aiguille bleuie pour les secondes et la réserve de marche assez discrète. Donc voilà, j'aime beaucoup. Là on est aussi sur un bon 8 sur 10 sur cette montre. C'est très beau. Et là ici on a le mouvement Spring Drive, donc c'est un mouvement automatique régulé par du quartz. Donc j'aime un peu moins cette technologie moi, parce que pour moi c'est comme avoir une excellente note en termes de performance, mais parce que vous avez un peu triché en mettant du quartz. La technologie est top, mais c'est moins ce que je recherche personnellement, moi, le Spring Drive. Si j'achetais une Grand Seiko, ce serait obligatoirement avec le iBit. Même si c'est vrai que l'aiguille qui flotte sur le cadran, c'est assez exceptionnel. Mais voilà, j'ai du mal avec la technologie Spring Drive qui est exceptionnelle sur le plan technique. Mais voilà. Montre suivante, une EGR le Cool Treverso Tribute. Voilà, donc une montre la Reverso qui est iconique bien sûr. Donc très joli comme ça en bleu. Un verso très belle histoire qui avait été créé pour répondre à une vraie problématique de solidité du verre que les officiers anglais cassaient en jouant au cricket, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils avaient inventé ce système de charnière qui permettait de protéger le verre. Donc voilà, une montre iconique, je lui mettrais un bon 8 sur 10 à celle-ci.
Et là, on rentre vraiment sur une icône parmi les icônes, la Rolex Submariner 5513, avec une très belle patine, comme vous pouvez le voir, avec la lunette qui devient un petit peu bleue, les index, donc avec le côté coquille d'œuf. On a une petite légère différence de patine entre les aiguilles et les index, mais c'est pas grave. Voilà, c'est très beau. Je trouve que l'espèce de grippe là qu'on a autour de la lunette est magnifique. Et puis on a encore ces Rolex des années 60 comme ça qui ont des cornes assez fines et pas extrêmement bodybuildées comme on a eu sur l'ancienne génération de Submariner. Bref, pour moi ça mérite un 10 sur 10. Voilà, je mettrai très peu de note supérieure à 9. Et voilà, celle-ci pour moi c'est un de mes Graals. Et si j'avais l'argent de m'acheter une montre comme ça, j'en achèterais une parce que c'est sublime, c'est un morceau d'histoire, c'est incroyable. Montre suivante, la Rolex Daytona 116-500 LN. Donc, alors étonnamment, je vais vous surprendre, mais la Daytona, c'est pas parmi les montres que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma vie, contrairement à la Submariner. On va dire que parmi les professionnels, alors c'est pas celle que j'aime le moins des professionnels, mais elle passe après la Submariner, la Pepsi ou même une Explorer 1. Je sais pas, je préfère notamment mon chrono, la Speedmaster, voire même une Zenith El Primero que je trouve tout aussi belle, voire plus, et encore plus iconique même sur le plan de l'histoire pour la Speed. Voilà, ça marche très bien, ça coûte par contre très cher neuf, on est à 14 000 € maintenant la Daytona, donc c'est un peu fou moi je trouve, mais c'est une très belle montre, elle mérite un bon 9 sur 10. Voilà pour cette collection incroyable de Way to Way que je remercie de m'avoir envoyé et puis en plus qui m'a sélectionné des montres un petit peu qu'on ne voit pas partout. Donc c'est très chouette. Collection suivante, la collection de Watch a Minute. Donc je mets l'Instagram en description. Donc une collection avec on a 10 montres. Donc on a une Casio Duro pour commencer en haut à gauche. Donc ça c'est vraiment la montre à quartz avec le style plongeuse très entrée de gamme, mais voilà, c'est un bon choix en termes de montre à quartz quand vous voulez une montre de plongée parce que vous avez un excellent rapport qualité-prix en fait. Voilà, Casio ne fait pas que des G-Shock, ils font aussi ce genre de montre. Donc c'est très bien, ça mérite un bon un 6 sur 10 parce que bon, je suis pas non plus un fan de cette montre là, mais c'est vrai que pour le prix qui doit être de moins de 100 €, c'est quand même assez dingue. La seconde montre, j'aime beaucoup, c'est une Frédéric Constant Slimline FC 245X3S5, j'aurais peut-être pu ne pas le dire, ça aurait été mieux. J'aime beaucoup cette montre et elle me réconcilie presque avec les chiffres romains. Alors si je l'aime bien, c'est pas parce que je viens juste de la découvrir et que j'ai un petit coup de cœur, c'est que j'ai déjà vu en amont il y a quelques temps, en regardant le site de Frédéric Constant, et j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Je sais pas pourquoi d'habitude les chiffres romains ça me repousse, alors que là je trouve qu'ils sont superbement bien intégrés. Le guillochage sur le cadran est très joli. La petite seconde j'aime beaucoup, et puis la forme des aiguilles, je sais pas, c'est un tout avec cette lunette très fine et ses cornes aussi. Je sais pas, il y a un tout que j'apprécie énormément sur cette montre, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'attire beaucoup depuis quelques semaines. Je sais pas ce que j'ai avec cette montre, mais voilà, Frédéric Constant, très bonne marque, assez récente, hein, ça a moins de 40 ans, mais voilà, ils font des montres incroyables avec des rapports qualité-prix fous, mais qui peuvent monter aussi jusqu'à des prix assez élevés avec voilà, des complications assez impressionnantes. Alors je sais pas si elle est automatique, celle-là en tout cas elle est marquée Swiss Made. Je sais plus si la font en quartz, mais en tout cas c'est une très jolie montre. Je lui mets un bon alors si c'est une quartz 7, si c'est une automatique, je lui mets un bon 8 sur 10. Montre suivante, une Seiko Flymaster SNA 411. Là on est vraiment sur une montre extrêmement chargée. Je vais peut-être zoomer même dessus pour que vous puissiez un peu me voir, et après c'est un peu flou. Il y a beaucoup de choses sur ce cadran, donc moi c'est vrai que c'est pas mon style, parce que j'ai pas besoin d'avoir autant d'informations. Parce que là il y a vraiment sur la lunette, etc., des trucs pour pouvoir faire des conversions. Voilà, moi c'est vrai que c'est pas du tout mon style, mais c'est impressionnant. Je lui mettrai un 5 sur 10 parce que j'ai du mal à juger d'une montre comme ça. Voilà. La montre suivante, une Vostok 5810-98. J'aime beaucoup, c'est original d'avoir mis une montre comme ça. D'ailleurs cette collection est peut-être la plus originale de toutes, hein, d'ailleurs, parce qu'on voit des trucs pas communs.
J'aime beaucoup déjà les cornes, le boîtier comme ça, et puis surtout le décalage qu'on a, donc cette montre qui a le 12 heures décalé à 14 heures. Donc quand vous portez la montre sur le poignet, elle est alignée avec vous. Quand vous conduisez, vous voyez que vous avez la montre comme ça, c'est aligné, le 12 heures est aligné avec vous. Je porte ma Orient Bambino 38 au passage. Donc voilà, j'aime beaucoup cette montre, je trouve qu'elle a un côté très original, un côté un peu soviétique qui est original. On doit être sur du 17 rubis, je pense, hein. C'est marqué en russe, mais alors c'est pas du russe, c'est comment on appelle ça? En cyrillique? Bref, c'est pas marqué en anglais, donc ça doit être ça, je pense, 17 rubis. Très chouette, très chouette. Je lui mets un bon 8 sur 10 à celle-ci, j'aime bien, c'est original. Montre suivante, la Citizen ProMaster NY0086-83L. Voilà, une Citizen extrêmement robuste, ça se voit. Rien qu'à la regarder comme ça, on voit que c'est très robuste avec cette lunette très grosse. Voilà, on a ce boîtier avec la lunette qui est étonnamment placée, hein, puisqu'on est à 20h. Ouais, alors le défaut moi qu'il y avait à cette époque-là sur Citizen, je trouve que c'est les verres minérales que je trouve pas fou en fait. Moi c'est vrai que j'ai acheté une Citizen maintenant qui sont passés à du verre saphir, mais sinon voilà, c'est des montres très robustes et là on le voit. Je lui mets un 7 sur 10 à cette Citizen. Montre suivante, une Beucha N945. Donc là on est typiquement sur une montre qui a un design années 90, début 2000. Pas du tout mon style de design. Une montre un petit peu voilà, de plongée avec sa lunette, mais en même temps chrono, mais qui résiste seulement à 50 mètres. Donc c'est un peu compliqué, on peut voir qu'elle fait alarme, chronographe. Ouais, c'est vraiment les montres un petit peu électroniques, enfin quartz de ces années-là, qui offraient des fonctions un petit peu particulières qu'on n'a pas hein, sur des montres automatiques, mais qui maintenant paraissent complètement démodées face à ce que peut faire un smartphone. Mais vous aviez des petits gadgets au poignet, donc c'était assez sympa, je pense, dans ces années-là. Ouais, bon, c'est original, hein, je vais lui mettre un 5 sur 10, parce que pareil, ça me paraît compliqué de juger ce genre de montre. Ensuite, on a une très jolie Seiko Présage SRPD 37J1. Donc là, voilà, la collection Présage qui est quand même assez grande en diamètre, je trouve, cette collection. Mais on a de très beaux cadrans, de jolies finitions. Voilà, et puis comme on n'a pas de lunettes ou de réo sur ce genre de montre, il n'y a pas les problèmes d'alignement qu'on peut avoir sur certaines Seiko. Donc ouais, c'est très joli, on est sur du verre minéral là-dessus. Ouais, ça mérite un bon 7 sur 10. Montre suivante, Longines, Admiral High Frequency, référence 2311. Donc là, on est sur une montre vintage, il me semble en tout cas. Donc avec un calibre haute fréquence. Alors je sais pas ce qu'on a exactement dedans, mais ça mérite un bon 7 sur 10. On a un joli brossé soleillé sur le boîtier qui est sympathique. Non, c'est chouette comme montre, c'est original. Montre suivante, une Hamilton Intramatic H38 46 5501. Chiante cette référence. Bon, c'est pas trop mon style au niveau des couleurs, là, l'or rose et le cadran marron comme ça. Ouais, c'est pas trop mon style. Elle paraît assez grosse aussi, celle-ci. Voilà, bon, c'est pas trop mon style, mais je vais lui mettre un 4 sur 10, voilà. Et dernièrement, là c'est pareil, on est dans les années 90, peut-être début 2000, mais je pense que c'est clairement les années 90, avec ces designs de boîtiers un peu particuliers, hein. Donc voilà, Tag Heuer Link, je vous épargne la référence exacte parce qu'elle est très longue. C'est une WJ 1110BA050. Voilà. Je vous la dis quand même parce que peut-être ça intéresse certains, mais galère. Hein. Donc voilà, montre de plongée. Enfin, montre de plongée, il n'y a pas forcément trop de luminescence sur le cadran. Ouais, c'est les années 90. J'ai l'impression que ça a été un petit peu la fin du chemin de l'évolution du design. C'est-à-dire que depuis, j'ai l'impression qu'on revient un peu sur des designs années 60 où on aime beaucoup le néo-vintage. Peut-être parce que justement, on est allé trop loin dans ces années-là et que maintenant, on trouve ça un peu moche. Ça a du charme, du coup, ça reviendra certainement à la mode un jour. Mais voilà, moi, c'est vrai que c'est pas trop mon style. Je lui mets un 6 sur 10. Collection suivante. Je vais arrêter cette partie-là à 1 heure de vidéo. Pour qu'ensuite au montage ça fasse un peu moins longtemps, mais il y aura forcément 2 parties parce que sinon ça va être trop long. Donc là on est sur la collection de A Question of Time, le Watch Club sur YouTube. Je vous mets l'Instagram en description. Donc
Première montre, une Seiko Pulsomed, donc c'est la montre portée par les GI dans le film Alien de James Cameron avec la fonction pulsomètre qui fonctionne vraiment. Donc là on est vraiment sur la montre gadget qui est pas jolie, hein, on va pas se le cacher, enfin peut-être que certains la trouvent jolie, mais voilà, c'est une montre qui est intéressante par rapport au côté pulsomètre, mais là encore c'est très vintage. Alors c'est vrai que c'est pas du tout ma cam, parce que c'est vrai que maintenant avec une Apple Watch on fait ça de façon un peu plus élégante quand même, mais c'est drôle d'avoir ça, une petite histoire avec le film. Donc voilà, c'est cool, je me vois mal mettre une note à ça, moi je lui mets allez, enfin 3 sur 10, mais là aussi on est sur une collection très originale et très vintage par contre. Deuxième montre, une Bulova Accutron de 1976. Alors je crois que 1976 m'a dit que c'était son année de naissance. Et du coup elles sont quasiment toutes des années 70 ou de 1976. Voilà, donc une montre avec un mouvement diapason très précise donc. Montre à quartz, voilà, avec cette forme typique des années 70, hein, on a un boîtier coussin du coup. Je pense qu'elle est assez petite quand on compare notamment à la Tudor ou à la Omega. Voilà, c'est une montre qui est jolie comme ça, avec ce côté or. Alors je sais pas si c'est du plaqué ou quoi, mais c'est assez sympa. Je lui mettrai un 6 sur 10. Ensuite, on est sur une Beucha qui a bien vécu visiblement. Beucha automatique, 200 mètres à l'origine. Alors si je dis à l'origine, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux éviter. D'ailleurs, il y a mis un bracelet en cuir. D'ailleurs, les bracelets, j'ai l'impression qu'ils sont très haut de gamme comparé, qui met des bracelets vraiment haut de gamme sur ces montres, même sur cette montre-là. Ils sont assez beaux, hein, ces bracelets. Bon, c'est pas trop mon style, cette Beucha, mais c'est pas mal, je trouve, l'assortiment de couleurs, bleu clair avec le jaune du Réo, c'est pas mal. Aiguille Mercedes, on voit pas trop, mais il me semble, c'est marrant. Et aiguille des secondes, pelle, oh là là, c'est le combo gagnant là. Je lui mets un 4 sur 10 à celle-ci. On passe à la Seiko 5 de 1976, donc montre automatique bien sûr, un Seiko 5 toujours automatique. Elle est assez jolie, j'aime bien, et puis je trouve que le bracelet finalement comme ça bleu lui va bien avec la couleur du cadran dégradé de l'extérieur vers le centre. Voilà, une forme assez intéressante, ouais j'aime bien, je lui mettrai un 7 sur 10 à cette montre là. Là je connais bien évidemment pas les mouvements et compagnie de ces montres, hein. C'est très ancien et j'ai pas ce genre de connaissances, hein. Donc là je fais que juger le design, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, hein, bien sûr. Ensuite on a une Omega Deville monobloc qui a appartenu à son père. Donc là encore on a le design des années 70. Une belle montre, je pense qu'il faudrait que je la voie sur d'autres bracelets pour me faire une meilleure idée, mais je suis sûr que sur le poignet c'est très sympa. On se rend pas trop compte en photo comme ça. Mais ouais, je pense que c'est très sympa, puis elle a une belle histoire. Je lui mets un 7 sur 10 aussi à celle-ci. On passe à la Tudor Black Bay Heritage 41. Alors c'est une montre récente. On a donc le mouvement est à 28-24. Alors si c'est le nouveau, si elle est récente, c'est plus le 28-24, c'est l'équivalent de chez Sellita, donc qui est très bien réglé par Tudor. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Une très bonne qualité de finition, on voit que le bracelet il est bien costaud, bien quali, hein, chez Tudor. La Big Crown. Alors, à moins d'avoir un très gros poignet, je suis pas convaincu que la 41 mm soit le bon choix. Je sais plus les dimensions qu'on a sur cette montre, mais si à 39, moi ça me paraît beaucoup mieux. Et pour les petits poignets, un 36 sur cette montre là, ça va vraiment bien. C'est vrai que 41, il faut l'assumer quand même. Moi je sais que j'ai vendu ma Tudor Black Bay de plongée, donc la 41 mm parce que c'était trop épais surtout, mais aussi parce que c'était long de corne à corne. Celle-ci est moins épaisse puisqu'on a le mouvement état et pas le mouvement manufacture de l'époque, mais enfin de 2015, mais voilà, c'est les premières Tudor avec le mouvement maison MT 5602 étaient pour moi trop épaisse. Là au moins avec le mouvement emboîté, c'est pas le cas, donc c'est bien. Je lui mets un 7 sur 10 à cette Tudor. Et là, voilà, Omega Speedmaster Exalite de 2022. Là, c'est magnifique pour moi. Alors, j'ai mis un 10 sur 10 à la Rolex Submariner 5713. Je vais mettre un 9,5 sur 10 à cette Omega Speedmaster professionnelle parce que pour l'avoir essayé, c'est magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Le bracelet est très agréable avec une belle chute entre la largeur qu'on a au niveau du corne à corne et au niveau du fermoir.
Donc c'est sportif, c'est en même temps élégant. Ça fait 42 mm de diamètre, mais le corne à corne est vraiment pas très grand et donc ça se pose merveilleusement bien sur mon poignet. Donc ouais, une montre incroyable. Montre suivante, une Omega Deauville extra plate. Donc c'est celle-ci, si je me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Donc à quartz. Une jolie montre habillée, je pense que pour une femme ça va très bien, parce qu'elle fait vraiment très plate du coup et très petite. Ça lui va bien ce bracelet en lézard, en serpent, je sais pas. Non, c'est très très bien, voilà, très très épuré. Je lui mets un... Alors, pour moi, clairement, jamais j'achèterais ça, donc je lui mets un 4 sur 10. Voilà, mais je pense que pour une femme, ouais, ça peut être très sympa, vraiment. Ou même pour un homme, hein, mais bon, c'est pas trop mon style. Ensuite, on a une Seiko Auto bracelet intégré de 1976. Donc là, je savais même pas que Seiko avait fait ce genre de choses. Donc bon, c'est un peu particulier avec ce boîtier qui est très très gros par rapport à la taille du cadran. Bracelet intégré. Là, on peut voir que le bracelet n'est pas d'une qualité folle chez Seiko, parce que regardez-moi le jeu qu'il y a, enfin, c'est fou quoi. On voit que le bracelet a bien vécu quand même. Hein. Donc là, on est sur une montre sur laquelle je mettrais une note de 6, parce que bah, voilà, c'est typiquement les années 70. On est en 1976 d'ailleurs pour cette montre. Montre suivante, la Omega... Alors c'est une quoi celle-là? Omega Constellation Marine à quartz. Design pareil des années 70. Mais contrairement à la Seiko, je trouve ça un petit peu plus intéressant sur le plan du design. Avec ces espèces de maillons un peu spéciaux comme ça, mais qui vont bien avec le reste de la montre. Et puis j'aime bien le côté hublot qu'on a sur cette montre. Ouais, je trouve ça... Bon, c'est pas du tout mon style encore une fois, mais... J'essaye de me projeter et pas juste me baser sur est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Oui, je me vois pas avec ça au poignet, mais je trouve que c'est intéressant comme montre dans une collection. Je lui mets un 6 sur 10. Ensuite, on a la Omega Polaris Quartz en titane. Donc là, c'est top, hein, c'est du titane hein, déjà des années 70. Donc, c'est quoi Citizen a sorti la première montre en titane au début des années 70. Mais Omega a emboîté le pas visiblement pas longtemps après. Donc, elle est à quartz en titane. Bah oui, hein, Omega essaie de survivre en faisant des montres à quartz. Et je trouve qu'elle a un design très science-fiction des années 70 avec ses couleurs un peu dorées comme ça, que je trouve vraiment intéressant. Donc ouais, je lui mets un bon 7 sur 10 à celle-ci et j'aime bien, c'est un petit côté. Autant je me vois pas avec cette Seiko, avec cette Omega au poignet. Avec celle-ci, je me dis que ça peut être pas mal. Je sais pas, c'est celle que je préfère limite. Alors pas dans cette collection, évidemment c'est sa Omega, mais parmi les vintage, je trouve qu'elle a quelque chose de... Ah, la Bulova est très sympa aussi. Celle-ci aussi d'ailleurs, vous voyez que c'est à peu près les mêmes formes de boîtier. Mais ouais, ok. Bon, ensuite c'est une Fabre-Lebas, ça. Fabre-Lebas Harpoon, bracelet NSA. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec ce bracelet d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu surexposé, donc je vois pas vraiment bien comment est le cadran. Montre assez simple visiblement dans le cadran. Ouais, je lui mettrais un 5 sur 10 à celle-ci. On passe ensuite à la Enicar Alarm des années 60. Ah oui, donc celle-là elle est encore plus vieille, le bracelet intéressant comme ça. Ouais, on a une forme assez sympa, une petite montre qui a l'air bien sympathique. Alors Enicar Alarm, donc on a une alarme là-dedans. Je sais pas, en tout cas on a deux couronnes, c'est original. Hein. Il y a des trucs de fou quand même qu'ils ont fait dans le passé. C'est vrai que maintenant on est sur des montres très homogènes hein, maintenant. À l'époque ils faisaient des trucs un peu foufou et c'était pas mal. On finit avec la Rolex 1601 de 1976. Donc une Datejust avec cette lunette cannelée. Donc voilà, c'est une Rolex, c'est très joli. Vous voyez, on a beau être dans les années 70, je trouve que la Rolex n'est pas du tout en accord avec les années 70, c'est-à-dire qu'ils ont gardé les designs des années 60-50 et je trouve ça beaucoup plus joli. J'ai un peu de mal moi avec le design typique des années 70, j'ai pas d'attache avec les années 70 en particulier, donc voilà, ouais elle est très jolie hein, forcément, moi je lui mettrais un bon 8 sur 10. Parmi ces vintage, c'est ma préférée je pense,
même si j'aime bien cette Omega aussi. Voilà, après, alors évidemment dans la collection, sa préférée c'est la Omega. Après c'est ouais, c'est la Rolex. Pour moi la Tudor est trop grosse, mais j'aime bien cette Seiko 5, j'aime bien la Bulova aussi. Ouais, non, vraiment celle que j'aime pas finalement c'est elle, la Beucha, et ouais, la Omega que je trouve bien mais pas pour moi. Bref, on passe à la suivante. Allez voir sa chaîne YouTube, il a déjà fait quelques présentations de montres et moi je suis abonné d'ailleurs depuis un petit moment, donc voilà, je vous conseille. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. On a vu 7 collections je crois, mais si je continue ça va vraiment être beaucoup trop long, même au montage. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la partie 1. On se retrouve donc très vite pour la partie 2. Moi je vais essayer de tourner ça à la suite, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, dites-moi ce que vous pensez des collections, laquelle vous avez préféré, quel monde vous avez préféré. Dites-moi tout ça en commentaire. Et donc pour la prochaine vidéo, on se retrouve avec cette collection que vous avez donc devant les yeux. C'est avec celle-ci que l'on va commencer. Allez, donc portez-vous bien, portez bien vos montres. Jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.